Des urgences saturées, des hôpitaux étranglés par les coupes budgétaires et un personnel hospitalier en grande souffrance. Aujourd'hui, on en arrive à une déshumanisation des soins, en fait. Et on regarde plus la qualité des soins, on regarde plus la souffrance au travail, on regarde plus tout ça. Des blouses blanches en pleine crise des vocations. On a 33% des médecins qui, à l'heure d'aujourd'hui, estiment que si c'était à refaire, ils ne referaient surtout pas la médecine. En France et en Belgique, les services de santé sont à bout de souffle, mais qu'en est-il en Suisse et aux États-Unis, où il n'y a pas de couverture santé universelle et où la médecine est soumise à la loi du marché? On a non seulement un système injuste, mais en plus il est obligatoire, donc vous ne pouvez pas y échapper. Le docteur Judy Hunt affirme que le système d'assurance santé aux États-Unis est en déroute, mais elle n'a pas de solution à proposer. Comment financer des coûts de santé toujours plus onéreux avec une population qui vieillit? L'hôpital public peut-il être géré comme n'importe quelle entreprise? La santé pour tous est-elle une utopie? Question posée ce mois-ci dans Objectif Monde à travers les reportages des télévisions partenaires, avec les reporters qui les ont réalisés et avec notre invité, le médecin urgentiste Patrick Pelou. Bienvenue pour un nouveau numéro d'Objectif Monde. Le système de santé français est malade, mais la France n'est pas le seul pays à connaître ce genre de difficultés. C'est ce que nous verrons tout au long de cette émission, puisque nous irons en Suisse, en Belgique, au Canada, mais aussi aux États-Unis, où là aussi la situation est très critique. Avant de parler avec nos invités des dernières annonces du gouvernement français pour sauver l'hôpital public, retour en images sur les raisons d'un naufrage avec cette enquête de Kat et compagnie pour l'émission Envoyé spécial sur France 2. Hôpital public, la loi du marché, un reportage de Julie Pichot. Sa vocation, c'était de soigner les autres. Elle a failli en mourir. Le 16 décembre, donc je fais ma journée comme d'habitude et je sais pas pourquoi, mais je sais que je vais mourir ce jour-là. Je sais que c'est ma dernière journée, donc j'ai pris une seringue avec de l'insuline que j'ai mis dans ma poche. Et ensuite, j'ai l'impression d'avoir été un robot. Je suis descendue au vestiaire, j'ai pris ma douche. Je me suis injecté l'insuline et j'ai attendu. Pamela Ramez commence à se sentir mal. Elle sait qu'elle peut faire un arrêt cardiaque en quelques minutes. L'insuline injectée à haute dose est mortelle. Et là, j'ai pensé à ma fille. J'ai pensé à ma fille parce que je me suis dit qu'elle ne méritait pas plus avoir de maman. Et donc, je suis remontée aux urgences et j'ai vu mes anciens collègues et je leur ai avoué ce que j'avais fait. Et là, ils m'ont tout de suite pris en charge et ils m'ont sauvé la vie. Quand elle est arrivée aux urgences, il y a 7 ans, Pamela Ramez s'occupait d'une vingtaine de patients par jour. C'est beaucoup moins qu'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours voulu travailler aux urgences. C'était mon objectif. J'adorais en fait mon lien avec les patients parce qu'ils arrivaient un peu en état de crise, soit pour des douleurs ou psychiquement pas bien. Et on était là les premiers à intervenir. C'était ma vie, les urgences. Puis ça s'est dégradé au fil du temps. On était de moins en moins de personnel, de plus en plus de patients qui arrivaient et c'est devenu très difficile. L'été dernier, 2 patients arrivent en même temps, en urgence vitale. Pamela se retrouve seule face à un terrible dilemme. Un événement qui m'a marquée, c'était un lundi. Le lundi, souvent, il y avait beaucoup plus de monde. Et il y avait beaucoup de monde dans les couloirs et il y a une patiente qui arrive avec les pompiers qui vomissait, qui avait une suspicion d'occlusion intestinale. Donc je savais que je devais lui mettre une sonde gastrique d'urgence. Et entre-temps, il y a un patient qui vient pour une douleur thoracique. Et
je vois son teint grisâtre et je me dis faut que je fasse un choix parce que j'étais toute seule, on était en coupure du midi et je suis partie faire l'électrocardiogramme au patient et qui faisait un infarctus du myocarde. Et dès que je lui ai passé les thérapeutiques, je suis partie mettre la sonde gastrique d'urgence à la patiente. Enfin, c'était des moments comme ça où on avait des rushs. Aujourd'hui, on en arrive à une déshumanisation des soins, en fait. On se dépêche, on parle plus aux patients. On s'occupe d'eux et ensuite on les laisse seuls, finalement. Et moi, je me suis sentie maltraitante. Combien sont-elles dans cette situation ? Il y a 6 mois, nous avions enquêté sur le malaise de l'hôpital public. Et depuis, la crise s'est encore aggravée. On compte 9 suicides chez les soignants depuis le mois de janvier. 3 par mois. Les patients, quant à eux, s'entassent sur des brancards dans les couloirs, faute de lits disponibles. Sans prise en charge immédiate, en urgence vitale, ils auraient 30% de risque de plus de mourir. L'hôpital est-il en état d'urgence ? Le problème, c'est le déficit de la sécurité sociale, plus de 5 milliards d'euros. Et pour tenter de le réduire, l'État impose à l'hôpital public les méthodes des entreprises privées. Notre enquête débute à Toulouse, un hôpital d'excellence. Avec près de 3000 lits, des services de pointe dans tous les secteurs, c'est un des plus grands hôpitaux de France. Toulouse, c'est aussi un hôpital réputé pour être un des plus performants. Depuis 1998, il est toujours classé dans les 3 premiers au palmarès du magazine Le Point. Il est même premier pour certaines activités comme le traitement des accidents cardiovasculaires cérébraux. Mais dans cet hôpital, pendant l'été 2016, 4 personnes se sont suicidées. Depuis quelques années, l'hôpital court après la réduction de son déficit. Et pour cela, comme une entreprise, il a durci ses méthodes de management. Nous avons été alertés par une infirmière du service gériatrie. Dans ce service, plus qu'ailleurs, il est très difficile d'obtenir des témoignages. Elle travaille ici depuis 8 ans. On nous enseigne qu'il faut respecter la pudeur de la patiente ou du patient, peu importe. C'est-à-dire mettre la serviette sur les parties intimes, pour les femmes sur la poitrine. Puis quand on arrive dans une structure, vous savez que vous devez faire vite. Vous mettez au moins les serviettes. Puis vous avez la collègue qui vous dit non mais là, si tu fais comme ça, on ne va pas avancer. Hein. Et elle m'enlève les serviettes, tu prends le gant, tu prends un gant, tu nettoies du visage jusqu'aux pieds, tu changes de gant, tu rinces, et après tu retournes et tu fais la même chose derrière. Hein. Sinon on n'avance pas. Hein. Et là vous voyez la patiente qui vous regarde et vous la regardez et vous dites je suis désolée mais je suis obligée de faire comme ça quoi. On est là, le chrono à la main, à faire 12 toilettes en 2h45. Moi, je vous mets au défi sur des personnes à mobilité réduite. 12 toilettes en 2h45, cela fait 13 minutes par patient. À cause de cette pression et de cette course à la rentabilité, l'infirmière avoue qu'elle a dérapé. C'est aussi des mots, des phrases que j'ai prononcées et j'ai blessé. On nous transforme en robots. Alors qu'on essaye d'humaniser au plus possible les robots qui sont en train d'être créés, on nous robotise à nous. Quelles méthodes de management sont appliquées pour en arriver à de telles dérives ? Première étape de notre enquête, le service de communication. Nous demandons à filmer dans l'hôpital. À plusieurs reprises, sans succès. Nous ne sommes pas les seuls à nous heurter à un mur. Même les experts, légalement mandatés, ont le plus grand mal à obtenir des informations. C'est ce que confesse Jean-Claude Vasselette. 40 ans d'expérience, plus de 120 expertises à son actif, notamment à Toulouse.
C'est je donne pas les documents, ou je les donne avec retard, ou je donne des documents plus ou moins tronqués, ou des choses comme ça. Bon, c'est je mets la pression sur les cadres pour qu'elles mettent elles-mêmes la pression sur les soignants pour que les soignants ne nous parlent pas. Voilà. Ce qui leur fait peur, c'est qu'on ouvre la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, ce sont les méthodes de management. En 2016, à la demande des organisations syndicales, un des plus grands cabinets d'expertise français a publié un rapport sévère. Le management y est tour à tour qualifié de délétère, déficient, trop autoritaire. L'expert dénonce une pression sur le personnel pour en faire toujours plus. Ça consiste à faire en sorte que, au détour d'une absence, par exemple dans une équipe, on dise aux agents, écoutez, réunissez-vous, discutez entre vous, organisez-vous de manière à pallier cette absence, parce que vous comprenez, l'hôpital n'a plus les moyens de remplacer, donc on ne remplacera pas, donc débrouillez-vous pour que ça marche. Les agents, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent, ils discutent et ils pallient. Et puis une fois que tout ça s'est passé, c'est rentré dans l'ordre, on ne leur dit pas comme ça, mais vous voyez bien que vous êtes capable de travailler à -1. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est un cycle infernal dans lequel on plonge les agents en les culpabilisant quelque part. Parce que si elles n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Donc on est sur des processus managériaux qui sont extrêmement pervers, très culpabilisants. Le rapport constate une augmentation du volume de patients au détriment du temps passé avec chaque patient. Il pointe du doigt une industrialisation des organisations du travail. À l'hôpital de Toulouse, les soignants seraient devenus des ouvriers de la santé. Derrière cette industrialisation, des méthodes inspirées de l'industrie automobile. En réalité, elles remontent aux usines Ford au début des années 30. L'objectif, c'était de morceler les tâches de chaque ouvrier sur la chaîne de production pour être plus productif et créer ainsi plus de voitures en moins de temps. Toyota s'en est inspiré dans les années 70 et a mis en place une nouvelle organisation du travail. La recette est donc japonaise. Elle s'appelle le Lean Management. Sous couvert d'un système très organisé et découpé en plusieurs règles, le Muda, le Muri et le Mura, il s'agit en fait d'éliminer ce que la méthode appelle le gaspillage. À l'hôpital, on enlève toutes les activités qui ne rapportent pas directement de l'argent. Le personnel a l'impression de travailler à la chaîne, comme des robots. Ce Lean Management, Julien Terrier le dénonce. Il est délégué CGT au CHU de Toulouse. Selon lui, ces méthodes ne sont pas adaptées à l'hôpital. C'est de faire optimiser les organisations de travail pour faire baisser les temps morts. Tous les temps morts dans toutes les tâches doivent être diminués. Et qu'est-ce que c'est les temps morts dans les soins? C'est le relationnel. C'est quelque chose qui n'est pas quantifié, qui n'est pas facturé. Parce qu'en fait, maintenant, on ne marche qu'en facturation. Quand on fait une prise de sang, elle est facturée. Quand on fait un pansement, il est facturé. Par contre, expliquer un soin à un patient, c'est pas facturé. Prendre du temps à quelqu'un qui est en pleurs et qui est tout seul et qui comprend pas ce qui lui arrive, c'est pas facturé. Pour comprendre, il faut savoir qu'un hôpital est financé par la sécurité sociale en fonction des soins médicaux qu'il prodigue. C'est ce que l'on appelle la tarification à l'activité, la T2A. Chaque maladie a un prix fixé par l'État et publié au journal officiel. Une otite moyenne de niveau 1 est facturée par exemple 619 €. Une grippe, selon sa gravité, entre 651 et 2722 €. Que vous restiez 8, 10 ou 20 jours hospitalisé, le prix facturé est quasiment le même. D'où l'intérêt pour l'hôpital d'aller le plus vite possible avec chaque malade.
Ces méthodes ne sont pas sans conséquences. Nous nous sommes particulièrement intéressés à ce service de l'hôpital de Toulouse, l'hôpital des enfants. Chaque année, plus de 30 000 enfants y sont soignés, et particulièrement à son bloc opératoire. Ce qui nous alerte, c'est un rapport confidentiel demandé par le comité d'hygiène et de sécurité de l'hôpital. Il est titré « Expertise, risque grave ». On y lit que l'organisation médicale telle qu'elle se déploie actuellement au bloc pédiatrique est source d'un certain nombre de dysfonctionnements. Un des infirmiers qui travaille depuis 7 ans dans ce bloc a accepté de nous parler. Il confirme des conditions de travail problématiques. C'est à la chaîne dans le sens où le premier patient doit être en salle pour 8h du matin. Le deuxième patient doit être en salle pour 8h30. Si le premier patient est en salle de 8h à 8h20, il faut que dans une autre salle, le deuxième patient soit déjà en train de dormir pour que les chirurgiens puissent opérer à 8h30. Ben nous, dans la mesure où on est déjà sur la chirurgie, que la chirurgie dure un peu plus longtemps, ben l'enfant, il va rester en salle d'opération, se prendre des produits anesthésiques pendant un peu plus longtemps que prévu, et en fait avoir un temps de réveil qui va être plus long, des doses de morphine qui vont être un peu plus élevées, et ainsi de suite en fait. Et du coup, c'est moins bon pour le patient aussi d'avoir ça, d'avoir plus d'anesthésie, oui. plus... Oui, une anesthésie générale, oui. Des doses d'anesthésiques plus fortes parfois que nécessaire, mais aussi des cadences de travail trop rapides. Entre stress, rythme de travail accéléré et exigence du poste, les infirmiers expérimentés quittent le service. Nous avons mis la main sur des documents de l'hôpital de Toulouse qui montrent que le risque est bien là. Ce sont des fiches d'incidents, des fiches confidentielles. Dans ces documents internes, le personnel médical alerte sa direction sur des incidents rencontrés sur le terrain. Certains épisodes interpellent directement sur la gestion du personnel de l'hôpital. En maternité, on découvre qu'une femme n'a pas été prise en charge à temps des suites de son accouchement. Dans un contexte d'hyperactivité, les équipes étant occupées plus, la pause de rachi-anesthésie n'a pu se faire qu'à 2h45. Cette patiente a eu une hémorragie de 1900 cm3. En d'autres termes, la jeune femme a dû attendre plus de 2 heures avant une intervention sous péridurale et a perdu entre-temps presque 2 litres de sang. C'est la moitié de ce que contient le corps d'une femme. Le résultat de cette politique se lit dans les comptes de l'hôpital. La direction a réussi à réduire de manière spectaculaire son déficit, passant de 29 à 19 millions d'euros. Une réduction qui alerte Julien Terrier. Le seul objectif des directions maintenant, c'est de réduire les déficits. Et on ne regarde plus la qualité des soins, on ne regarde plus la souffrance au travail, on ne regarde plus tout ça. On regarde le fait que, ou si oui ou non, ce directeur, cette équipe de direction a réussi à réduire le déficit des hôpitaux. Face à ce que nous découvrons à Toulouse, nous interrogeons le directeur, Raymond Lemoigne, en présence de son directeur de communication. Est-ce qu'il y a un malaise à l'hôpital? Dans votre hôpital? Alors, ça, c'est deux questions différentes. Est-ce qu'il y a un malaise dans votre hôpital? Alors, la question n'est pas... Donc, je suis obligé de rappeler ici qu'il se passe un processus important de mutation des métiers, des pratiques professionnelles et des organisations. Et donc, il y a un changement de repère, une perte de balises qui conduisent un certain nombre de personnels à s'interroger sur mais où va-t-on? Il y a ce sentiment-là au CHU de Toulouse qu'il faut que j'accompagne, qui est que c'est un très grand nombre de ces agents ont été sursollicités sur ces dernières années. Nous l'interrogeons ensuite sur l'emploi et les effectifs dans son hôpital. Pour répondre très clairement, si je veux dire, en termes de création nette, moi j'escompte qu'on va créer entre 30 et 40 emplois. En attendant, selon le bilan social, l'hôpital a supprimé en 2016 56 équivalents temps plein. Depuis notre tournage, Raymond Lemoigne a quitté ses fonctions de directeur. Il sera resté un peu moins de 2 ans au CHU de Toulouse.
Aujourd'hui, il est directeur de cabinet de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle aurait fait appel à lui pour prendre des décisions qu'elle qualifie de courageuses dans le cadre de la grande réforme de l'hôpital public qu'il conduira. Voilà, hôpital public, la loi du marché, un sujet signé Julie Pichot. Merci d'être avec nous. Patrick Pelloux, merci d'avoir accepté de passer cette heure et demie en notre compagnie. Première question à vous, Julie. Vous avez passé des semaines à enquêter sur ce sujet. C'était il y a 2 ans. Ce qu'on comprend, c'est que c'est un vrai casse-tête que d'enquêter sur l'hôpital public. C'était difficile, alors c'était d'autant plus difficile il y a 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui la parole se libère, mais moi j'ai rencontré des médecins, des infirmières, des aides-soignantes complètement paralysées à l'idée de parler. C'est-à-dire que par peur de perdre son travail, on a demandé des autorisations de tournage aux hôpitaux et notamment au CHU de Toulouse qui nous a refusé l'autorisation. Donc c'est très très difficile d'enquêter et de recueillir ces paroles-là en télé en tout cas. Patrick Pelloux, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes aussi président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. C'est un syndicat qui regroupe les médecins urgentistes hospitaliers. En fait, ce reportage, vous ne vous apprend rien. Ça fait des années que vous tirez la sonnette d'alarme. C'est un reportage qui est très bien fait et en effet, ça ne m'apprend rien. Nous avons une crise hospitalière qui est évidente et à l'intérieur de la crise hospitalière, une crise sociale qui est vraiment majeure. Vous le rappelez fort justement dans votre reportage, le nombre de suicides, mais qui touche de grandes catégories comme ça des services publics en France. Ça rejoint les problématiques des enseignants, de la police. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Et en effet, vous le dites, il y a eu une espèce de basculement avec la loi Bachelot. 2008, 2009. Où l'hôpital devient une entreprise. L'hôpital-entreprise, avec cette espèce de truc délirant de dire l'hôpital est une entreprise. Voilà. On va tarification. Et la tarification à l'activité, le nouveau management, les directeurs deviennent des vrais directeurs, etc. Et on supprime, largue à main nue, des hôpitaux, du personnel, etc. On regroupe et tout. Et on a cassé un truc. Et l'hôpital a été résistant, parce qu'en gros, c'était il y a 10 ans, c'est long 10 ans. Et en fait, et c'est aujourd'hui où vraiment ça s'écroule, ça craque. Ouais, ça craque. Julie, c'est effectivement bien ce que vous montrez dans votre reportage, comment on a essayé de transformer l'hôpital public en une entreprise lambda. L'hôpital qui devient une entreprise avec des objectifs de rentabilité, et c'est ça le gros problème, la fameuse tarification à l'acte qui c'est 70% je crois des recettes de l'hôpital, des ressources de l'hôpital. C'est passé à 90%. Même plus, c'est passé à 90%. Il faut que je revoie mes chiffres. Mais on met la pression en fait au personnel pour être de plus en plus rentable, faire de plus en plus d'actes, et c'est ça qui est dramatique. Ça ne devrait pas être le cas pour un service public. Julie, dans votre reportage, il y a une longue séquence qui est consacrée à l'hôpital pour les enfants de Toulouse, où récemment, alors que tous les médecins ont démissionné de leurs fonctions administratives, c'est un signal très fort. C'est un signal très fort. Cet hôpital, tous les médecins ont démissionné en écrivant une lettre au directeur en affirmant qu'ils n'avaient plus les moyens de soigner. C'est-à-dire qu'on en est arrivé là aujourd'hui, quand même. Et je sais qu'il y a des services de radiologie qui se mettent en grève aussi dans les prochains jours. Donc voilà, il y a des médecins à l'hôpital des enfants et plein d'autres services qui se mettent en grève. Et ce qui est incroyable, c'est que cet hôpital de Toulouse, c'est un hôpital de pointe dont vous parlez. On pourrait imaginer que ça va bien dans des hôpitaux qui sont à la pointe. Mais les médecins soignent bien dans cet hôpital, comme dans beaucoup d'hôpitaux. Après, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a les moyens de bien soigner quand on a fait une garde de 24 heures ? Alors, c'est ça en fait. Récemment, le gouvernement français a annoncé des mesures pour remettre ou tenter de remettre l'hôpital public sur pied. Parmi ces mesures, il y a une hausse de budget de 1,5 milliard d'euros. Il y a la reprise partielle de la dette des hôpitaux à hauteur de 10 milliards d'euros sur 3 ans. Et puis, il y a des primes pour une enveloppe pour acheter du matériel et puis aussi des primes pour les personnels qui travaillent en région parisienne. Patrick Pelloux, ce plan d'urgence, il est à la hauteur, selon vous, de la gravité de la situation ? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est un plan qui est fait pour la technostructure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la technostructure s'est fait plaisir. Elle a résolu une partie de ses problèmes. Son problème, c'était le déficit, parce que depuis des traités européens, on vit sous le couperet des déficits. Mais c'est pas beau de dire qu'on a des déficits. Totalement c'est un gros mot. Voilà, donc déficit.
Et donc, les directeurs, là, ils réussissent à résoudre un de leurs problèmes, les déficits. Après, ils ont réussi, là, à faire un plan sans répondre aux demandes des professionnels, qui était une augmentation de salaire net de 300 € par mois. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent des primes. Mais il met un nombre de primes. Alors, il y a des primes parce que c'est difficile de se loger. Il y a des primes pour les infirmières spécialisées, etc. Donc, les primes pleuvent. Surtout que c'est étonnant parce qu'on a du mal à se loger à Paris, en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres villes. Donc, du coup, au lieu de calmer la grogne, ils ont mis du kérosène dans la cheminée. D'accord? Donc, ça a relancé l'incendie, en fait. Et ça ne répond pas parce que ce qu'on demandait aussi, c'était des réouvertures de lits. Et vous remarquerez que dans leur plan, soigneusement et judicieusement. Alors, ils essayent, parce qu'ils se sont aperçus qu'en termes de com, ils ont fait une erreur. Donc là, ils rament un petit peu là, depuis en disant « Non, mais on va réouvrir des lits là où ce sera nécessaire ». Bon. L'année dernière, ils ont fermé 1800 lits, comme ça. C'est considérable. À l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, à Paris, vous avez 900 lits qui sont fermés par manque de personnel. Parce que, par exemple, la France, le salaire d'une infirmière est au 28e rang de l'échelle des salaires de l'OCDE. Donc, c'est terrible, le retard social. Et en fait, il n'y a rien pour le social et les personnels. Ce qui fait que tout le monde est très déçu, en fait, de ces annonces. Mais c'est des annonces, attention, moi je suis contribuable comme vous, je les entends, je me dis, parce qu'on enlève parce que ça vient de la tête l'impôt, des hôpitaux, ça va venir de l'impôt. Ces 10 milliards, ils vont pas, ils tombent pas. De toute façon, on n'exporte plus. Donc, il faut bien qu'ils viennent de quelque part, ces milliards. Ils creuseront le déficit de l'impôt. Voilà. Julie Pichot, ces annonces, elles sont loin d'être satisfaisantes par rapport. Alors moi, je n'ai pas à les juger. Moi, je suis journaliste, donc on n'a pas la même position. Mais je vous rejoins sur la fermeture des lits. Ah oui. Ça, c'est un vrai problème. Moi, quand j'ai tourné dans les services d'urgence, et notamment à l'hôpital de Creil, je voyais donc des urgentistes qui s'occupaient de patients qui étaient là depuis 4 jours, qui avaient besoin d'aller en cardiologie, qui ne pouvaient pas y aller parce qu'il n'y avait plus de lits disponibles en cardiologie. Ouais. C'était aberrant, mais je pense que les annonces, bien sûr, qu'elles ne sont pas suffisantes. Je vous rejoins totalement. Depuis que vous avez tourné, Creil, c'est un exemple. Creil, il y a quelques années, ils construisent à Creil un bâtiment flambant neuf de 4 étages. Tout neuf, ça coûte des millions, d'accord, pour faire la nouvelle maternité. Et là, au printemps dernier, ils décident de fermer la maternité. Oui. Voilà. Maternité, qui était vraiment une maternité importante, avec de la réanimation. Les femmes étaient très contentes. En plus de ça, ils faisaient un travail social énorme parce qu'il y a un fort communautarisme islamique sur Creil. Donc d'un coup, ça accompagnait les femmes, ça aidait tout le monde, etc. Ils ont tout fermé. Ils ont dit aux gens, vous allez à 30 km. Non, mais c'est ça qui est aberrant, c'est que moi, j'ai l'impression quand même que... alors, nous, journalistes, on essaye de vous donner la parole en faisant des enquêtes. Ça sert plus à rien. Mais j'ai l'impression qu'on ne les entend pas, ces soignants. Non, vraiment. C'est-à-dire que là, quand même, en France, il y a une grève inédite de plusieurs services depuis 8 mois. Je ne sais pas. Patrick Pelloux, qu'est-ce que vous préconisez, vous, carrément de revoir cette loi de 2009 ? Il faut abroger cette loi de 2009. Qu'est-ce que vous préconisez ? La loi Bachelot, il faut l'abroger. De toute façon, parce qu'en plus de ça, vous avez un télescopage de lois maintenant, d'accord ? Parce que vous avez la Bachelot qui disait l'individualisme, la culture néolibérale dans l'hôpital, puis vous avez la loi Touraine qui a dit qu'il faut travailler ensemble. Donc vous avez 2 lois contradictoires qui se télescopent. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Et là, vous avez une 3e loi qui arrive, qui est Ma Santé 2022, la loi voulue par Buzyn et Édouard Philippe. Donc les lois se télescopent. Donc on n'y comprend plus rien. Julie Pichot, vous qui avez beaucoup enquêté sur cette question de l'hôpital public, en fait, l'hôpital, il concentre tous les maux, finalement. Les maux du secteur médical, les maux du vieillissement de la population, du prix des médicaments qui augmente sans cesse, des pathologies qui coûtent de plus en plus cher. Tous les maux de la société, en fait. L'hôpital public concentre tous les maux de la société. Et quand on voit des patients... là, je reprends l'exemple de mon tournage aux urgences de Creil, mais quand on voit des patients qui arrivent et qui n'ont pas forcément de grandes plaies ouvertes, mais qui arrivent aux urgences et qui ont besoin d'être aidés, ce que le chef de service disait à juste titre, c'est parce que tout autour, tous les autres services sont fermés autour de l'hôpital, et donc du coup, cette personne arrive à l'hôpital et il faut la prendre en charge, les services sociaux notamment. Et nous sommes le concentré, notamment aux urgences, de tous les... On est la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements. Avant, c'était que de la santé. Maintenant, c'est de la santé, du social et du psychologique. Complètement. Parce que l'accès aux soins
en psychiatrie est devenu très difficile. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont affolants sur l'augmentation du taux de fréquentation des urgences. Oui, ça a multiplié par 2. On est passé de 10 millions il y a à peu près 15-20 ans à 20-21 millions là cette année. Ouais. C'est considérable. Et c'est pas près d'aller en s'arrangeant en fait. Non, parce que vous avez des territoires. C'est pour ça que les retouches, les plans d'urgence, c'est pas forcément les solutions. Non, parce qu'on a laissé faire deux mondes, le monde libéral, c'est-à-dire de ceux qui travaillent pas à l'hôpital, et puis le monde hospitalier. Et les deux, pour moi, la modernité des systèmes, c'est la coopération. C'est la coopération et ils n'arrivent pas à la faire. Parce que d'un coup, le monde libéral va vouloir récupérer de la donne, des augmentations tarifaires, etc., etc. Puis surtout, ils ont un certain confort de pouvoir choisir leur malade. Ce qui est le cas dans les cliniques. L'hôpital, il doit tout prendre. Et du coup, toute la grande pauvreté, qui est souvent mal logée, ça va avec. Donc d'un coup, quand ils sont hébergés à l'hôpital, ils ne veulent pas en sortir. Il faut bien les comprendre. Et puis, vous avez le vieillissement de la population, qui est extrêmement compliqué. Parce que c'est bien beau, on fait d'énormes progrès, mais par exemple, vous avez une épidémie absolument majeure sur les insuffisances cardiaques, parce que les gens vieillissent. Ils vieillissent avec des insuffisances cardiaques, et puis ça va continuer à se développer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on les soigne, et c'est formidable, les progrès de la santé, mais après, ce pauvre patient, il va retourner chez lui, à son 5e étage sans ascenseur. Il a l'insuffisance cardiaque, il ne peut pas monter les 5 étages. Qu'est-ce qu'on fait? Il reste à l'hôpital. Alors c'est bien, c'est le côté hospitalier historique de l'hospital, mais ça veut dire qu'on ne résout pas les problèmes. Julie Pichot, merci. Merci d'être à vous. venue sur notre plateau, merci Patrick. beaucoup. Merci Merci de vous emparer du sujet. Merci beaucoup. Mais vous restez avec nous parce que cette fois, on va continuer à parler de cette crise dans les hôpitaux publics. On va prendre la direction de Bruxelles et vous allez voir en Belgique, l'heure est aussi aux économies et cela retombe notamment sur les internes, ceux qu'on appelle les assistants en Belgique. Ces jeunes médecins en formation qui sont sous pression, surexploités, épuisés. Des témoignages font état de burn-out et de tentatives de suicide. Parfois, c'est la santé même des patients qui se retrouvent en danger. On regarde ce reportage signé Guillaume Wolf et Santo Sevilla pour l'émission Questions à la Une sur la RTBF. « 7h30 du matin, hôpital Bruckmann à Bruxelles. Les premiers médecins arrivent. Parmi ceux-ci, il y a Myriam. Elle travaille au service de chirurgie de jour. Elle est anesthésiste. Enfin, pas tout à fait. Myriam a déjà son diplôme de médecin en poche, après 7 ans d'études à l'université. Ça, c'est la première étape. Car ensuite, c'est la spécialisation. 5 années de formation pratique dans différents hôpitaux. Ces médecins pas complètement formés, on les appelle les assistants. Tu fais la salle C'est après ces 5 ans que Myriam sera une vraie anesthésiste. Elle est dans sa toute dernière année d'apprentissage. J'ai l'impression que ce sont tous des gestes automatiques que vous avez l'habitude de faire là. Ça fait 5 ans qu'on fait ça tous les matins. Donc oui, c'est un truc au départ, il faut avoir sa petite liste et s'assurer qu'on fasse bien tout ce qu'il y a à faire. Mais après 5 ans, on commence à avoir un peu des automatismes. Voilà, madame, on va vous couvrir. On va d'abord vous placer les appareillages de surveillance qui vont vous surveiller pendant l'anesthésie, d'accord? Okay. Et puis moi, je vais vous perfuser. Respirez un grand coup. J'y vais. Vous pouvez serrer ma main, je suis là si vous voulez. Continuez à bien respirer, gonflez bien les poumons. Super, et vous soufflez, magnifique. Rassurer les patients, trouver les bons mots, placer les bons gestes. Voilà une partie importante du métier qui ne s'apprend pas sur les bancs de l'université et qui ne s'apprend pas tout seul non plus. Au cours de l'anesthésie, Myriam est rejointe par le docteur Plansman, anesthésiste et chef de clinique. C'est elle qui supervise Myriam, la forme et l'évalue. Ici, dans ce service de l'hôpital Bruckmann, le suivi de l'assistant semble idéal. Au cours de ces 5 années de spécialisation, Myriam a vu d'autres hôpitaux où l'encadrement était beaucoup moins bienveillant. Ça, j'ai connu des endroits où on se disait mais où est-ce que je suis et comment ça se fait que c'est possible, quoi. J'ai été voir des gens et je leur ai dit, écoutez, moi je peux pas faire des gardes aux soins intensifs, je n'en ai pas les compétences, je suis pas encore assez éduquée en point de vue anesthésie, réanimation pour pouvoir gérer et prendre en charge des patients comme ça toute seule. Manque d'accompagnement, le stress de l'erreur. Comme d'autres, Myriam a pensé après 10 ans de médecine à arrêter sa formation.
aussi à cause d'horaires trop chargés. 7h15 jusqu'à 6h, 6h30, 19h, je rentrais à la maison, je voyais ma soeur, je me mettais à fondre en larmes. Et ça arrivait 2-3 semaines d'affilée. Et à ce moment-là, j'ai été voir mon chef d'ici et je lui ai demandé est-ce que je peux arrêter. Gaëlle, ouvrez les yeux là, madame, la chirurgie est finie. Il y a ma petite sœur un jour qui m'a fait rire, elle m'a dit t'as fait 15 ans d'études pour apprendre à endormir des gens. J'ai dit non, tout l'art, c'est qu'il faut être là aussi quand ils se réveillent. Il est 10h, Myriam est déjà à l'hôpital depuis 2h30. La première chirurgie est terminée. Il en reste 3 à Myriam ce matin avant d'enchaîner avec les consultations cet après-midi. Le rythme de l'hôpital, c'est celui-là, pour les médecins confirmés comme pour les assistants. C'est aussi à cela qu'ils sont formés. Les horaires, c'est une donnée du métier. Alors après, il faut un juste milieu, ça c'est sûr, parce qu'on se plaint beaucoup qu'on travaille trop, et après on nous entend, on nous répond. Enfin bon, c'est en faisant qu'on apprend. Je suis d'accord, ça c'est sûr, ils ont raison. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait le temps de faire autre chose que de la médecine. Et il y a des gens qui ont besoin de temps pour faire du sport, pour faire des choses qui sont nécessaires à la vie, type faire ses courses, faire son ménage, faire son linge. Je veux dire, c'est des choses pour lesquelles on n'a parfois pas de temps et qui font qu'on est complètement débordé, qu'on est fatigué, quoi. Des assistants débordés, fatigués. Ici, dans ce service, cela n'arriverait pas. Ce serait même une consigne donnée aux responsables. Il faut soigner ces assistants appelés post-gradués ou PG dans le milieu. Dès qu'on a un PG en charge, on essaye de le protéger dans le nombre d'heures de travail. C'est assez réglementé dans l'hôpital. Ça peut paraître un petit peu rigide, mais d'un autre côté, ils savent qu'ils font leur quota d'heures et pas plus. Mais la loi, que dit-elle? Eh bien qu'en moyenne, la durée du temps de travail est de 48 heures par semaine. Mais en cas de pic, l'horaire peut monter jusqu'à 60 heures par semaine. Mais la loi ne s'arrête pas là. Elle permet ce qu'on appelle dans le milieu un opting out. Voici ce qu'il prévoit. Le médecin accepte d'augmenter ces 2 plafonds de 12 heures. Autrement dit, la moyenne est portée de 48 à 60 heures par semaine. Et lors des périodes de pic, la limite est augmentée de 60 à 72 heures par semaine. Pour le monde hospitalier, cet opting out, ce 60 heures par semaine, est justifié par les besoins de la formation. Soyons clairs, on ne va pas devenir chirurgien en travaillant 30 ou 35 heures par semaine. C'est évident. Mais on peut très bien devenir chirurgien en travaillant 60 heures par semaine et pas 1 heure de plus. Maintenant, on ne peut empêcher certains assistants particulièrement motivés, et ça c'est la réalité, certains veulent travailler un peu plus parce qu'ils ont l'opportunité d'assister à une intervention qui va durer un peu plus longtemps, parce qu'elle est exceptionnelle ou parce que c'est une opportunité qu'ils n'ont pas eu de le faire. Mais ça c'est leur propre responsabilité, mais ce n'est pas quelque chose qui doit leur être imposé et ça ne leur est pas. Il y a des témoignages qui font état d'horaires trop surchargés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous est connu? Il peut y avoir des difficultés. Maintenant, je crois qu'il faut donner à ces difficultés le véritable écho, la visibilité qu'elles méritent. Je crois que mettre constamment ou de façon répétée en lumière le fait qu'il y ait des difficultés dans le cadre de la formation des assistants, je crois que ça ne reflète pas la réalité. Il peut y avoir des difficultés ponctuelles. Ce serait une erreur de ma part que de dire le contraire, mais je crois qu'il n'y a pas de réelles données qui démontrent que c'est un problème d'une très grande ampleur et en perpétuelle croissance. Ça, je ne crois pas. Mais au fait, c'est quoi travailler 60 heures par semaine? Voici l'horaire type d'un assistant. Oubliez le 38 heures par semaine légal d'un employé belge. L'assistant commence par 4 journées de 10 heures sur sa semaine. Un soir par semaine, il ne rentre pas chez lui, il fait une garde, il reste toute la nuit à l'hôpital jusqu'à 9h30 le lendemain. Et ce n'est pas fini, il revient encore 5 heures le week-end pour faire un tour de ses patients. Au total, voilà un horaire normal, légal, de 60 heures par semaine, et on vous rappelle qu'un assistant sur 2 travaille plus que cet horaire. Des horaires surchargés, parfois illégaux, mais finalement est-ce bien ça le problème? Au cours de cette enquête, nous avons reçu plus d'une vingtaine de témoignages, des récits parfois effrayants, la plupart sont anonymes, preuve d'un certain mal-être et d'une peur de représailles. Je me demande si je suis sortie une seule fois de garde sans avoir pleuré la nuit ou le lendemain, tellement je me sentais salie et abîmée. Les maîtres de stage sont très agressifs. Ils disent que c'était pire avant et qu'on n'a donc pas à se plaindre. Nous sommes nombreux à vivre avec la boule au ventre et les larmes aux yeux en allant travailler. On n'a pas vraiment le temps de se plaindre.
Quand on fait 105 heures par semaine, on a juste le temps de dormir. 37% des médecins ont pensé au moment de leur formation à arrêter complètement la médecine. On a 33% des médecins qui, à l'heure d'aujourd'hui, estiment que si c'était à refaire, ils ne referaient surtout pas la médecine. Parmi ces témoignages, il y en a un qui nous a particulièrement frappés. Nous l'appellerons Camille, elle a moins de 30 ans. Arrêter sa formation, elle n'a pas eu le choix. Un burn-out a choisi pour elle. Ses yeux, vous ne les verrez pas, mais ils pétillent quand elle se rappelle sa diplomation et son premier jour à l'hôpital. Moi, j'ai plané pendant des jours et des jours. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a fait pendant 7 ans. C'était la carotte pendant 7 ans. Et tout ce qu'on a fait vient de là, mettre une blouse blanche, acheter son stéthoscope et se faire appeler docteur. Après quelques jours d'euphorie, c'est l'angoisse. C'est la première garde à l'hôpital. Camille est laissée seule dans son service après seulement quelques jours de pratique. Moi, j'ai commencé ma première garde après 2 semaines. Et j'ai fait une garde de 24 heures, un dimanche, toute seule. Moi, les gardes, c'était l'appréhension avant, parce que clairement, la veille, je n'en dormais pas. On imagine toutes les situations, on se réveille la nuit en se disant « Mais s'il y a un patient qui arrive avec ça, comment est-ce qu'il faut que je traite ?» Et oui, on se retrouve à devoir regarder sur Google comment est-ce qu'on traite. Sur place, moi, les 2 premiers mois, j'ai pas mangé pendant mes gardes parce que trop de stress, l'estomac noué et l'appréhension que en fait, chaque patient qui passe la porte, sa vie et la nôtre peut basculer. Une vie qui peut basculer. Voilà la hantise du médecin. Une hantise qui pousse à des comportements complètement hallucinants. J'avais trouvé une idée absolument géniale pendant mes gardes. Le fait d'aller aux toilettes me faisait vraiment perdre du temps parce qu'on n'a pas le temps. Quand on voit 50 patients par 24 heures seuls, on n'a pas le temps. Je m'étais dit que en fait, c'était une super bonne idée. Je vais arrêter de boire de l'eau pendant mes gardes. Parce que comme ça résolvait le problème. Et je trouvais que c'était une idée géniale. Et quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit « Bah ouais, moi aussi, je bois pas, parce que sinon, je vais aux toilettes, ça va pas. Tu crois quoi? Qu'on a le temps d'aller aux toilettes ?» C'était banalisé, tout ça. Parce que quand tout le monde le pense, quand tout le monde le fait, voilà, on a la tête dans le guidon, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte à quel point c'est absurde, à quel point c'est bafoué ses besoins primaires, des besoins humains. Arrêter de boire de l'eau pour gagner du temps, la pratique semble répandue, ce n'est pas la seule. En tout cas, beaucoup d'assistants que je connais prennent des anxiolytiques avant des gardes pour pouvoir tenir. Tellement le stress est énorme, et à un moment, on le tient 1 fois, on le tient 2 fois. Quand on nous demande de faire 5 ans, 6 ans comme ça, avec ce stress-là avant les gardes, alors évidemment, il diminue avec l'expérience. Mais au début, oui, on prend tous des anxiolytiques. Et à un moment, ça suffit plus. Et à un moment, on craque. Le matin, on se dit, pour que ce rythme s'arrête, pour que j'ai un peu de répit, ouais, je me casserais bien une jambe quand même. Parce que une excuse de j'en peux plus, ça passera pas au niveau des supérieurs, donc il faut une excuse physique. Et on se le dit 1 fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine. Ça va aller plus loin. J'étais dans ma voiture un matin et je me suis dit, je suis sur l'autoroute, j'ai vraiment pas envie d'aller à ma garde, ça ne va pas du tout. Il y a un poids lourd à côté de moi, je vais tourner le volant. Et ça va résoudre le problème, c'est la solution la plus simple. Et ça, je pense que je suis pas la seule, et il y a un jour, quelqu'un va vraiment tourner le volant. Moi, je me suis reprise, je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout. J'ai fondu en larmes dans ma voiture, mais je suis retournée bosser, je suis allée bosser parce que cette garde, il y a personne qui va la faire à ma place. Le lendemain de cet épisode, Camille va voir une psychologue. Verdict, elle doit s'arrêter. C'était il y a 1 an. Elle n'a jamais remis les pieds à l'hôpital. Vous voulez toujours être médecin? Oui. J'adore mon métier. C'est vraiment le plus beau métier du monde. Après, il va falloir que je le fasse à ma manière. Parce que clairement, ils m'ont détruit ma vocation. Des assistants autant impliqués dans leur travail que les médecins confirmés, confrontés aux mêmes tâches, aux mêmes horaires et à la même pression qui entoure la santé du patient. Mais rappelons-le, et c'est écrit dans la loi, les assistants sont d'abord là pour se former.
Alors question, pourquoi ces assistants sont-ils si nécessaires aux hôpitaux? Pour le vice-doyen à l'enseignement en médecine de l'ULB, le financier est l'une des principales raisons de la surcharge de travail des assistants. Les hôpitaux sont de nouveau, pour une grande proportion, comme on dit, dans le rouge, c'est-à-dire qu'ils sont dans des situations financières difficiles. Donc, une structure qui est en situation financière difficile, elle a aussi du mal à engager des gens plus âgés, qui coûtent plus cher, et surtout à faire, par exemple, de l'encadrement, qui cependant est essentiel. Donc, il faut qu'il y ait au niveau des universités et au niveau des hôpitaux une réflexion sur comment est-ce qu'on peut maintenir et améliorer l'encadrement des plus jeunes et aussi le financer. Avant de terminer ce reportage, une dernière question nous trotte encore en tête. Que doit-on penser en tant que patient? Doit-on se sentir en danger devant ces médecins exténués? Ces conditions de travail augmentent-elles le risque d'erreur médicale? Dans le milieu, chacun possède sa petite anecdote. On a 57% des jeunes médecins qui, par leurs conditions de travail extrêmement difficiles, estiment qu'ils ont déjà été dans une situation où ils n'étaient plus capables de faire un diagnostic et où ils s'estimaient un danger pour le patient. J'ai un ami a mis sa première... a fait son premier acte technique, qui n'était pas un petit acte technique quand même, et le Seigneur lui a dit « Je ne reviens pas le faire pour toi. Tu regardes une vidéo YouTube et tu le fais. » Donc préconisé par un senior, enfin je veux dire, on marche sur la tête quand même. Et donc en tant que patient, savoir ça... Alors, entre les jeunes médecins et leurs patients, qui est vraiment en danger? Ce sont finalement les assistants qui répondent le mieux à la question. Je ne crois pas qu'il y ait que ce soit un danger pour les patients que nous, on soit fatigués. Mais c'est un danger pour nous. Mais ça suffit, non? Il faut que ça change, parce qu'on en voit les jeunes, c'est de la chair à canon. Et ça c'est plus possible, on ne peut plus accepter ça dans un pays comme la Belgique, quoi. Retour sur le plateau d'Objectif Monde, jeunes médecins exploités, patients en danger. C'est donc un reportage que vous avez réalisé pour Question à la Une sur la RTBF. Guillaume Wolf, merci d'être avec nous. Alors, quand vous avez commencé cette enquête, vous n'auriez jamais en fait imaginé une situation aussi désastreuse. Vous étiez parti même sur autre chose, d'ailleurs. Oui, bien sûr, on était parti sur d'autres enquêtes possibles. Et quand on lance ce genre d'enquête, on lance des appels à témoins. Sur les réseaux sociaux, par mail, et très vite on reçoit des témoignages, 10, 20, 30, des témoignages comme ceux qu'on voit là et qui vraiment nous heurtent. On tombe de notre chaise quand on entend ces premiers témoignages, on est au téléphone et les gens sont en pleurs déjà au téléphone, et c'est à tel point qu'on se dit mais c'est pas possible qu'ils nous racontent, ils nous mentent en fait, c'est pas possible. Et puis devant la précision des faits, devant ce qu'ils nous racontent, on a plusieurs témoignages sur les mêmes hôpitaux, sur les mêmes directeurs médicaux, et là on se dit en fait c'est vraiment ça, et ce qu'ils voulaient faire passer c'était un appel à l'aide. Ils disaient il faut que vous parliez de ça, il faut que vous fassiez un reportage là-dessus. Et puis on leur demande, oui, mais vous voulez bien faire passer face caméra, raconter votre témoignage? Là, c'était plus compliqué parce qu'il y avait une omerta, c'est un tabou, en fait, la souffrance des médecins, le malaise des jeunes médecins. Il y a le côté général au niveau de l'hôpital et puis au niveau des jeunes médecins particulièrement. Il faut savoir que quand ils viennent dans un hôpital, ils ont un chef de service. Et ce chef de service, c'est aussi leur maître de stage. Et donc, si on critique le chef de service, on critique en même temps le maître de stage qui va à la fin du stage vous noter, vérifier que votre stage s'est bien passé ou non, le valider. Et donc, c'est difficile d'aller se plaindre de cette personne qui vous note, qui est un peu jugée partie, avec cette double casquette qui est un peu bizarre. Et donc, beaucoup craignent ça. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle dans le milieu hospitalier le complexe du super-héros. Le médecin, il ne se plaint pas. Le médecin, il sauve des vies. Donc, c'est pas lui qui va tomber malade. Et s'il tombe malade, c'est qu'il est faible, qui ne peut pas être faible. Et donc, il y a tout ça qui fait que le médecin ne peut pas se plaindre d'une manière générale. Et donc, tout ça fait qu'il y a personne qui en parle, et même à ses propres parents, on n'en parle pas. Le témoignage de Camille, qui est très touchant. Oui. Hein, ouais. Eh bien, ses parents ont découvert l'ensemble de son histoire à la télévision. Donc même aux parents, on n'en parle pas. Et le lendemain de la première diffusion, on a des parents qui nous envoient des messages pour nous dire si on avait su que notre fils ou notre fille vivait ça, mais jamais on l'aurait laissé poursuivre sa formation. Patrick Pelloux, l'internat, ça remonte à quelques années, ce qui vous concerne. Ne m'en voulez pas. Non, pas du tout. Non, cette souffrance, vous l'avez connue. Moi, je l'ai connue. En fait, plusieurs choses. D'abord, totalement compatissant avec la jeune Camille, évidemment.
Moi, à mon avis, il y a une responsabilité du doyen pour cette jeune femme. Il ne faut pas qu'elle arrête médecine. Parce que là, elle va être dans un échec de sa vie, sauf si elle arrive vraiment à se reconstruire et à faire autre chose. Et je regrette qu'en fait, il n'y ait pas un parrainage. Donc c'est valable en France, mais c'est valable donc a priori aussi en Belgique, et que les doyens n'accompagnent pas ces jeunes. Moi, j'ai vu des externes qui sombraient, etc. J'en ai aidé, mais des dizaines, et c'était super compliqué. Parce qu'en fait, les médecins, quand ils arrivent à un poste de chef ou de management, vous avez tout à fait raison, il y a le truc du super-héros. Et surtout, on a l'impression qu'en fait, la modélisation... comme a rappelé le doyen de l'Université libre de Bruxelles, c'est le management par l'argent, par la production de soins. Et donc, en fait, on a une sélection de narcissiques pervers. C'est les plus beaux narcissiques pervers qui deviennent chefs de service, etc. J'en ai dans mon entourage. Et c'est très difficile de travailler avec des abrutis pareils. Et le mal qu'ils font aux jeunes générations, c'est absolument terrible. Et on a l'impression que les doyens des facultés de médecine, ça ne les concerne pas. Alors, heureusement, en France, il y a les syndicats d'internes et d'étudiants en médecine qui sont assez remontés. Mais là, comme par hasard, ils viennent au mouvement social en disant on veut de meilleures conditions pour apprendre notre métier et donc un certain renouveau de leur encadrement. C'est très, 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 très regrettable et dommageable parce que je crois qu'en fait, les études de médecine créent des bataillons entiers de gens profondément névrosés et malheureux. Et alors moi, qui ai un peu vieilli, comme vous le dites. Non, très vous avez commencé à travailler tôt, c'est pour ça. Ouais, mais je vois ce que ça devient avec le temps. Ouais. Et vous avez raison. Avec le vieillissement, les médecins ne s'écoutent pas. Donc, ils ne se soignent pas. Donc, ils ne font pas de prévention. Le nombre de collègues qui se baladent avec des hypertensions artérielles non traitées, surcharge pondérale, l'alcool, etc. Parce que c'est des métiers qui sont difficiles, qui sont très difficiles. Ouais. Médecin, c'était une profession qui faisait rêver, qui fait rêver. Là, quand on entend que 33%, cette étude, elle est incroyable, 33% des médecins se disent qu'ils ne referaient pas ce métier. Parce qu'ils sont burn-out. Mais c'est un métier, moi ce que je dis à chaque fois quand j'ai des étudiants en médecine, je leur dis mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir un métier où vous allez avoir le plein emploi. Y compris le plein emploi passé 45 ans. Parce que vous savez que dans tous les emplois, dès que vous avez passé 45 ans, vous êtes un vieillard. Donc on vous fout à la porte. Donc il n'y a pas de vieux médecins au chômage, tu vois. Ou alors ils sont en prison parce qu'ils ont tué tout le monde. Mais c'est d'un coup, ils sont pas au chômage. Et justement, je vous propose de regarder ces chiffres-là, justement, sur les personnels de santé pour 1000 habitants. On voit que la Norvège, en termes d'infirmières et de médecins, est très très loin devant. La Belgique et puis ensuite la France sont très loin derrière. La Suisse, elle, est très bien passée, notamment avec les médecins. Et ça va encore évoluer. Hein. Le nombre de personnels soignants, comme vous le dites, c'est terrible parce qu'avec des chiffres comme ça, ce qui est rare est cher, donc vous développez des systèmes de corruption. C'est-à-dire qu'en fait, l'accès aux soins, il sera facile pour ceux qui auront beaucoup d'argent. Ils iront voir les meilleurs, qui seront payés très très cher, dans des réseaux. Et puis les plus pauvres, ça sera très difficile. Il est édifiant votre diagramme parce que en fait, la France, vous voyez qu'on a été en fait les mesures qui ont été prises avec les numerus clausus, etc. ont produit. Ça, c'est intéressant, c'est super intéressant parce qu'en fait, au début des années 80, on dit on a trop de médecins en France. Comme on a trop de médecins, les gens consomment du soin. Donc, raisonnement simpliste de nos chers économistes, on va diminuer le nombre de médecins, donc diminuer la consommation de soins, donc faire des économies. Totalement faux. Totalement faux. Ils se sont totalement gourés. Et chez vous, en Belgique, le numerus clausus, il est aggravé par un autre phénomène, qui est le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants venus d'étrangers, notamment de France. Oui, de France, des pays de l'Est qui viennent se former chez nous en Belgique. Alors pendant longtemps, il n'y avait pas de concours chez nous. Ça fait 2-3 ans qu'il y en a un, donc ça devrait un petit peu baisser ce nombre d'étudiants étrangers. Mais une fois qu'ils font toutes leurs études, ils arrivent à la fin et ils ont un numéro INAMI. C'est le numéro d'agrégation qui leur permet d'être remboursés pour les actes qu'ils pratiquent, pour leur pratique de la médecine. Sauf qu'il y en a 600 en Belgique francophone de numéro INAMI. Et donc, si on a des Français qui reçoivent ce numéro INAMI et puis qui repartent directement en France, qui ne pratiquent jamais en Belgique, eh bien, ça aggrave la pénurie de médecins dans notre pays. Et donc là, on a un souci. Ouais. Mais, vous savez que c'est très drôle. C'est quoi le bon ratio ? Ça, personne ne le connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais beaucoup en région, en France, voir les hôpitaux, les collègues, etc. Vous allez dans le Nord,
Donc les gens du Nord vous disent, ça, on n'a plus de médecins. Bon, alors ils vont où? Dans le Sud. Tu vas dans le Sud. Tu arrives dans le Sud, tu dis, ils sont où? Ah bah ils sont pas là, ils viennent plus, ils s'en vont. Tu vas à l'Est, tu dis, ils sont pas là, je sais pas où vont les médecins. C'est un truc bizarre. En fait, ils vont dans des positions qui leur permettent de bien travailler, d'avoir un confort social et d'avoir un confort au travail. D'accord ? Ça, c'est très important. Et en fait, la différence et l'évolution sur la modernité de compréhension du management à l'hôpital, il est plus... Il y a les chirurgiens, les médecins, les radiologues, les psychiatres. D'accord ? C'est plus ça. C'est ceux qui ont une contrainte au temps, c'est-à-dire, comme racontait Camille dans votre reportage, c'est-à-dire j'ai des gardes, je travaille le week-end, etc., et je cumule le nombre d'heures, etc. Oui. Il y a cette catégorie-là, où dedans, vous avez des chirurgiens, des gynécos, des urgentistes, des réas, des anesthésistes, etc. Puis vous avez les autres qui ont des heures ouvrables, qui vont venir travailler du lundi au vendredi et qui ont une modélisation moins contrainte au temps. C'est pas qu'on n'en a pas besoin, c'est juste que la contrainte sociale et la contrainte au temps est différente. Et il faut absolument moderniser et donner une compensation financière et sociale et de confort au travail pour ces médecins. Il faut trouver une articulation. Dans l'intégralité de votre reportage qui est disponible sur le site internet de la RTBF, on peut écouter un témoignage très fort, celui d'un médecin qui parle des conséquences dramatiques parfois sur le patient aussi, liées au gros coup de fatigue des soignants. On l'écoute et on se retrouve après. J'ai eu le cas d'une collègue qui m'a raconté récemment que, alors qu'elle était donc en lendemain de garde, donc après avoir travaillé plus de 24 heures d'affilée, qu'elle était en train de prendre en charge des patients hospitalisés le lendemain, elle s'est rendue compte qu'un de ses patients saignait à l'intérieur de son corps, et donc elle a tout de suite pensé à un saignement digestif. Elle a fait les examens nécessaires, ils n'ont pas montré de saignement digestif. Elle n'a pas pensé en fait que le patient venait de bénéficier d'une ponction, et alors que dans son état normal, c'est la première chose qui lui serait venue à l'esprit. Et donc le patient a perdu 1 litre et demi de sang dans son poumon, et on s'est rendu compte de ça avec 24 heures de retard. Guillaume Wolf, c'est assez inquiétant là ce qu'on entend en fait. Oui, c'est inquiétant. Alors, pour pas tout dramatiser non plus, la Belgique et la France ont toujours de très très bons systèmes de santé au niveau général, global. Si dans tous les classements on est très haut. J'ai vu récemment que la Belgique était le 35e pays, 5e pays sur 35 au niveau européen, donc c'est très très bien. Par contre, il y a des erreurs médicales, il y en a toujours eu, et on pense aussi qu'il y en aura toujours, et qu'il y a une certaine fatalité là-dedans. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette erreur médicale. Et si derrière cette erreur médicale, c'est un médecin qui n'a pas assez dormi, ben là, on peut se dire que c'est corrigible comme erreur. Ou si c'est un médecin qui n'est pas assez formé, qui n'aurait pas dû être là à ce moment-là, là aussi, c'est facilement corrigible. Guillaume Wolf, on a vu précédemment le cas des hôpitaux publics français et la difficulté que traversent les hôpitaux publics français. C'est la même chose en Belgique aussi, leur autonomie ? Oui, en Belgique aussi, les hôpitaux sont dans le rouge. On a 1 hôpital sur 2 qui est en déficit. Et donc, forcément, en plus, la population vieillit. Donc, ça ne doit pas aller dans le bon sens, j'ai envie de dire. Et quand les hôpitaux regardent leur budget, ils voient que 70% de leurs coûts, c'est des coûts de personnel. Et donc, quand ils ont envie de tailler dans un budget, c'est forcément dans le personnel qu'on va chercher. Et donc, c'est à la fois les infirmiers. Pour l'instant, en Belgique, il y a une grande grogne sociale au niveau des infirmiers depuis quelques semaines, quelques mois. Et puis, c'est aussi les assistants, les internes. Et ça, par contre, ça a toujours été le cas. C'est parce qu'on joue sur la fibre altruiste de personnel soignant aussi, et humaniste. Des infirmiers. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit fort justement, les conflits sociaux dans les hôpitaux ne sont pas des conflits sociaux comme les autres. C'est-à-dire, en fait, il y a une grève dans les transports, ils bloquent les transports, ils bloquent l'éducation nationale, etc. Bon, l'hôpital, il n'y a aucun... et personne ne serait capable de faire un mouvement social en disant « je vais laisser mourir mes 15 malades de réanimation ». C'est pas possible. Ça s'appelle un crime. Donc tu ne peux pas. Donc d'un coup... alors du coup, les gouvernements en jouent. Et c'est ça qui est profondément agaçant. Patrick Pelou, vous restez avec nous. Allez. Merci à Guillaume Wolf d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde. Et on va s'intéresser à présent au cas de la Suisse. La Suisse qui se targue souvent d'avoir le meilleur système de santé au monde, mais c'est aussi l'un des plus onéreux et des plus injustes. Les Helvètes, riches ou pauvres, consacrent, et c'est énorme, 15% de leur budget à leur santé. Des primes, ou plutôt des frais d'assurance qui ne cessent d'augmenter. Alors pourquoi ? Réponse en images avec ce reportage d'Isabelle Ducré et de Philippe Mac pour l'émission Temps Présent sur la RTS. Coucou. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Il y a du monde ce matin ? Cette famille romande de classe moyenne n'a pas droit à des subsides. Nous lui avons demandé de calculer le montant de ses primes d'assurance maladie.
Là, par mois, on arrive à 1432,40 de prime pour les 4. Il y a les primes, bien sûr, mais si on ajoute à ça la franchise, si on ajoute à ça les 10% qu'on doit payer jusqu'à concurrence de 700 francs, plus les différentes médecines alternatives qui ne sont pas remboursées et le dentiste qui n'est pas remboursé, on est à peu près à 2450 francs par mois au total, ce qui fait un montant annuel de 29 400 francs par année. 29 400 francs par année. Et au niveau du revenu de la famille, vous êtes à combien par année? On est autour des 165 000 francs. Et je crois qu'il a calculé 17%. Donc ça fait beaucoup. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est presque presque 20% qui partent pour la santé. C'est énorme. Et pourtant, les Suisses ne consultent pas beaucoup. Le patient profiteur, c'est un cliché erroné. Depuis peu, ce sont les médecins qui sont dans la ligne de mire. On leur reproche d'en faire trop, de gagner trop, parfois même des millions. Alors, caricature ou réalité ? Le généraliste résout 90% des cas, mais il gagne beaucoup moins que les spécialistes. C'est une étude révélée l'an dernier par l'Office fédéral de la santé publique qui le montre. Les revenus bruts des médecins forment une véritable pyramide inversée où tout en bas se trouvent les généralistes avec 240 000 francs par année, bien plus haut par exemple les ophtalmologues avec 450 000 francs, les radiologues 500 000 ou les gastro-entérologues 630 000 francs par année de salaire médian. On l'a vu dans la pyramide de revenus des médecins. Les radiologues sont très hauts dans la liste. Cette seule spécialité compterait 44 millionnaires en revenus selon Santé Suisse. En radiologie, ce qui coûte cher, c'est l'équipement qu'il faut amortir et régulièrement remplacer. C'est comme un donut. Ça, c'est une machine très chère. Et dans ces machines-là, on est autour d'1 million. Le système de santé suisse est monté de la façon suivante qu'on est rémunéré à l'acte. Et c'est beaucoup plus facile de quantifier un acte technique, qu'il soit chirurgical, qu'il soit radiologique, qu'un acte intellectuel. Dans les tarifs de radiologie, la part d'honoraire médical, donc la part médicale intellectuelle, c'est 25%, tu me corriges, c'est faux, 20% du prix. Donc ça veut dire que dans un examen, en fait, ce que vous payez, c'est la technique. Dans le prix d'une consultation, l'acte technique, comme le passage dans l'IRM, a un tarif beaucoup plus élevé à cause de l'équipement que l'acte intellectuel de l'analyse des images par le spécialiste. Mais peut-être que le problème de fond remonte plus loin, à l'origine même du système mis en place en 1996. Le ministre de la Santé vaudois le relevait déjà il y a 10 ans. C'est le système que malheureusement le peuple a voulu garder. Pierre-Yves Maillard, conseiller d'État vaudois, président des directeurs cantonaux de la santé. L'incohérence de base de cette construction, c'est une assurance sociale qui assure tout le monde pour les mêmes prestations sur un financement obligatoire, c'est-à-dire toutes les caractéristiques d'une assurance sociale type AVS, type assurance chômage, et bien celle-ci, pour une raison qui toujours me dépassera, nous voulons à tout prix l'organiser selon des principes marchands. Quand vous demandez aux gens quelle est la prestation la plus importante que l'État, que la collectivité, que la société doit assurer pour vous, beaucoup diront la santé. Or, celle-là, on la finance comment ? En prenant des primes par tête. Ça veut dire quoi une prime par tête ? C'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge, quand on prenait des impôts sans tenir compte de la capacité économique des gens. Si on est nombreux, on paye plus que si on est seul. Et si on est pauvre, on paye la même chose que si on est riche. Ça, c'est les principes de ce système de prime d'assurance maladie. En plus, il s'agit d'une obligation. Donc on a non seulement un système injuste, mais en plus, il est obligatoire. Donc vous ne pouvez pas y échapper. Dans la répartition des dépenses de santé en Suisse, les citoyens payent 29% pour les primes de base, 29% pour des paiements directs et 8% pour les assurances complémentaires. Le reste est versé par l'État à travers nos impôts, soit 34%. Donc si on calcule, la part privée s'élève à 66%. En fait, cela signifie qu'un tiers du total seulement est payé en fonction du revenu. 2 tiers n'en tiennent pas compte. En la matière, la Suisse est le pays le plus inégalitaire d'Europe.
Au Danemark, c'est l'inverse. 83% des dépenses de santé passent par l'impôt. Il n'y a que 17% de parts privées. Le système tient compte des revenus, il est beaucoup plus égalitaire. En plus, le Danemark parvient depuis quelques années à diminuer la part de ses dépenses de santé dans son PIB, alors qu'elle ne cesse de grossir en Suisse. Comment parviennent-ils à ces bons résultats ? Nous maîtrisons les coûts politiquement. Donc c'est une décision politique qui définit combien on dépense pour les soins de santé et nous dépensons uniquement ce que nous pouvons assumer. Donc le niveau des dépenses de santé suit le développement économique. Quand nous analysons différents systèmes de santé à travers le monde, il est évident que les systèmes davantage basés sur les lois du marché, comme en Suisse ou aux États-Unis, ont une inflation des coûts et des dépenses de santé bien plus importante que les systèmes dont la couverture universelle est financée par l'État, comme dans les pays scandinaves. Pour une famille de classe moyenne au Danemark, 50% du salaire partira aux impôts. Et de ce pourcentage, un peu plus de 15% sont consacrés à la santé. Les études internationales démontrent que la qualité des soins est très comparable entre le Danemark et la Suisse, malgré une organisation du système radicalement différente. Plusieurs généralistes travaillent dans cette clinique de Copenhague, dirigée par le docteur Hofgaard Sveen. Les généralistes sont des médecins de famille, c'est-à-dire que nous suivons chaque Danois depuis la naissance jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Nous sommes les gardiens du système de santé danois. C'est-à-dire que pour que le citoyen danois accède au système de santé, il doit passer par moi. Les généralistes font 90% du travail. Donc je vois plus de patients et je traite plus de patients que les hôpitaux. Cette maman a pris rendez-vous pour son bébé et pour elle en même temps. Elle consulte avec une collègue du docteur Hofgaard Sveen. Combien allez-vous payer pour cette consultation ? J'ai de la chance. Je n'ai pas besoin de payer pour ça au Danemark. C'est nos assurances de santé qui payent. Nos impôts. En fait, je ne sais pas combien ça coûte. Vous n'avez jamais payé de facture dans toute votre vie pour votre santé ? Jamais. Les généralistes au Danemark gagnent tous environ 160 000 francs par année. Quant aux spécialistes, ils sont la plupart rattachés aux hôpitaux et sont payés un peu moins que les généralistes. Un sacré contraste avec la pyramide suisse des revenus des médecins. Nous la montrons aux généralistes danois. Donc, la médecine interne générale, ça, c'est moi. Il y a une énorme différence. C'est l'exact opposé de ce que nous avons ici au Danemark. Ça pourrait être un signe que je ne pense pas que les gens soient plus malades en Suisse que nous au Danemark. Mais ils dépensent beaucoup d'argent pour avoir des diagnostics de spécialistes qui ne sont peut-être pas nécessaires. Tous les débats théoriques qu'on a là, sur ce thème-là seront complètement vains dans quelques années. Même chez nous, même les ultralibéraux de la santé vont être confrontés à une réalité. Aujourd'hui, on a un système de santé qui déjà accable à peu près, enfin accable au sens où il est devenu impayable pour presque la moitié de la population. Une petite moitié de la population, aujourd'hui, a une peine énorme à financer les primes, les franchises, les participations aux frais, etc. C'est déjà le cas comme ça aujourd'hui. Mais imaginons-nous que nous sommes devant une évolution démographique où la population de gens de 75 ans et plus, dans les 20 prochaines années, va quasiment doubler en Suisse.
Si on continue à envoyer ces patients âgés d'une consultation de spécialiste à une autre, alors qu'ils auront peut-être 3, 4, 5 pathologies, on va juste simplement faire exploser l'ensemble des coûts. On doit au contraire offrir à cette population âgée les besoins de spécialistes quand c'est nécessaire, mais surtout ce qui leur manque, c'est une médecine de proximité. Cette médecine humaine de première cour, c'est exactement celle dans laquelle nous devons investir pour affronter ce défi démographique. Tout le monde souhaite préserver une assurance de base pour tous, digne de ce nom, et respecter la solidarité qui fonde le système de santé en Suisse. Mais la santé n'est pas un marché comme les autres, et rien jusqu'à présent, aucune mesure n'a permis d'endiguer vraiment cette hausse inexorable des primes. Alors aujourd'hui, la question doit se poser. En dehors du citoyen, qui a vraiment intérêt à diminuer les coûts de la santé ? Retour sur le plateau d'Objectif Monde. Isabelle Moncada, productrice du magazine Santé 36.9 sur la RTS, est avec nous. Merci d'être là. Patrick Pelloux, vous êtes toujours avec nous. Vous continuez à nous accompagner. Merci de tenir le choc. Après quand même une nuit de garde, bravo, merci beaucoup. Alors en Suisse, si je résume, Isabelle Moncada, il n'y a pas de couverture universelle, santé universelle. Chaque Suisse paye pour son assurance. Et à ce jeu-là, eh bien, ce sont les classes moyennes qui trinquent. Oui, parce que tout le monde paye la même chose, qu'on soit riche ou pauvre, la prime d'assurance maladie est exactement la même et elle est obligatoire. Donc personne ne peut ne pas s'assurer, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Tout le monde doit être couvert et évidemment ça coûte très très cher, surtout pour les personnes, les classes moyennes qui ne peuvent pas avoir d'aide de la part de l'État. Et puis cette couverture obligatoire des soins, elle ne comprend pas par exemple les soins dentaires. Donc les gens doivent en plus payer l'orthodontie, le dentiste, les lunettes de leur poche, si bien que c'est une partie des soins que les gens abandonnent. Les chiffres disent que 30% des Suisses renoncent, notamment aux soins dentaires. La Suisse, avec les États-Unis, une des médecines les plus chères du monde, hein. Si je résume, c'est la faute des médecins ou c'est la faute des assureurs ? Alors c'est la faute des médecins, des assureurs, de l'industrie pharmaceutique et de nous, les patients, qui voulons tout, quoi, et le meilleur. Et c'est probablement aussi la faute à l'organisation du système de santé qui jusque-là a été construit pour prendre en charge les soins aigus. Il y a un hospitalocentrisme et tout le système de santé s'est construit autour de l'hôpital. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on fait plus face aux besoins actuels qui sont des besoins de prise en soin de personnes qui ont des maladies chroniques, longues, d'une population qui vieillit. Ce qui transparaît dans ce reportage aussi, c'est que c'est un peu les assureurs privés finalement qui donnent le là de questions de médecine et de santé Suisse. En Suisse, on leur a donné énormément de pouvoir. D'abord, on leur donne tout notre argent puisqu'ils sont chargés de récolter le montant de nos primes d'assurance et vous avez vu, elles sont énormes. Quand vous dites primes d'assurance, c'est ce qu'on nous dirait frais d'assurance en France. Oui. Ouais, c'est les frais, c'est ce que vous payez tous les mois pour être remboursé, voilà, si vous avez des frais médicaux. Et donc ils ramassent cet argent et le redistribuent. Et la loi leur a donné en plus maintenant le mandat de surveiller la manière dont les médecins, les prestataires de soins dépensent cet argent. Donc en fait, en gros, ils jouent la police, quoi. Et d'une certaine façon, c'est eux qui mettent en place des procédures standardisées, des objectifs chiffrés, des contrôles administratifs qui en fait alourdissent encore la facture au final, parce qu'on a des contrôleurs de Oui, parce que dans l'intégralité médicale du sujet qui est visible sur le site de Temps Présent sur la RTS, on voit aussi que les médecins sont extrêmement contrôlés. On examine leur nombre d'actes, le temps passé par consultation. Ils disent qu'ils passent en tout cas la moitié de leur temps à remplir ces formulaires que leur demandent des assurances maladie plutôt que de s'occuper de leurs patients. Ils en souffrent énormément. Patrick Pelloux, le modèle danois que l'on voit dans ce reportage, il est très séduisant, il fait rêver, mais il est applicable partout. Mais non, c'est un pays richissime. C'est un pays richissime, petit, riche, pas de déficit, deuxième marine au monde. Enfin bon, voilà, c'est formidable. On ne peut pas le comparer. Mais ce n'est pas que ça, quand même. Au Danemark, on a décidé que le médecin généraliste, médecin de famille, c'est un spécialiste. En fait, il est spécialisé en médecine, comme en Suisse aussi d'ailleurs. Et c'est lui qui est au front, au cœur de la société, au cœur du système, et pas mais ça change rien. Les spécialistes. Parce qu'en fait, c'est des pays riches. Et en fait, plus vous avez des pays riches, plus les gens consomment du soin.
Parce que le malade du XXe siècle n'est pas du tout le malade du XXIe siècle. Le malade du XXe siècle, c'était super simple. Il avait une maladie, une pathologie, puis pouf, une mort. Puis en plus, il n'avait pas Internet. Et voilà. Pas les... et là maintenant, ils ont plusieurs pathologies, plusieurs cancers. Et grâce au progrès de la médecine. Grâce au progrès de la médecine, on nous maintient etc. en vie longtemps. Voilà, longtemps. Et puis vous pouvez avoir un cancer, un infarctus, on va vous guérir de l'infarctus, puis vous allez avoir une hémiplégie, on va vous guérir de l'hémiplégie, etc. C'est formidable. Et ça coûte cher. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut un système assurantiel parce que le système de santé, vous comprenez, c'est le système qui vous fait le socle, le socle social de votre pays. Je suis convaincu que la sécurité sociale en France, c'est le socle de la République. D'accord ? Ce qu'il faut que les médecins comprennent, c'est que cette sécurité sociale et ces systèmes-là, c'est ce qui a fait leur richesse, en fait. Je regrette qu'en France, beaucoup de médecins crachent sur la sécurité sociale. Mais quand on regarde avant 1945, avant le développement de la sécurité sociale, les médecins étaient des gens qui étaient pauvres. Ils étaient payés avec des poulets, des œufs, etc. Moi, je veux bien qu'on reparte en arrière, mais ça n'a rien donné. Hein. En fait, les problèmes qu'on a pu relever, qui existent autour des hôpitaux publics et du personnel hospitalier en France et en Belgique, ils existent aussi en Suisse. Hein. Il y a aussi une compression du personnel et pourtant, c'est une médecine qui coûte très cher. Oui. Mais ces horaires invraisemblables en cours de formation, je crois que tous les médecins assistants en formation les vivent partout en Europe. Hein. Ce n'est pas du tout une exception. Patrick Pelloux, vous restez avec nous. Merci. Isabelle Moncada d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde. On va prendre la direction à présent des États-Unis, où le système de santé est en déroute. À Chattanooga, dans le Tennessee, eh bien, des médecins se portent bénévoles pour opérer gratuitement ceux qui n'ont pas accès, ceux qui n'ont pas de couverture santé. Des opérations, vous allez voir, dans des lieux très surprenants et pas vraiment prévus pour cela. C'est un reportage de Christian Latreille pour Radio-Canada. Attention, âme sensible, s'abstenir, certaines images sont douloureuses. Il est 6 heures le matin, un samedi à Chattanooga, au Tennessee. Plusieurs de ces Américains ont passé la nuit dans leur voiture dans l'espoir d'être soignés sans frais. Une scène digne du tiers-monde. La clinique RAM, qui offre aussi des services médicaux gratuits dans les pays en développement, ouvre bientôt ses portes. Ces gens ne peuvent se payer un médecin ni même Obamacare, qui n'assure pas les soins pour les dents et la vue. Just expecting to go in there, hopefully get my teeth checked out and hopefully be able to eat without pain and be able to have it easy for a little bit. Des personnes à faible revenu comme Heather Wallace attendent depuis plus de 48 heures. Cette médecin n'en revient pas de voir autant de monde. It's really quite disconcerting to know that there are so many people out here. La veille, ce gymnase d'école s'est transformé en clinique pour médecine de brousse. On installe les équipements pour les médecins, les dentistes et les optométristes. Smaller? On désinfecte aussi les instruments. Une petite armée de professionnels de la santé s'apprête à offrir des services sans frais. Stan Brock, 81 ans, est le fondateur de ces cliniques itinérantes. Ce Britannique parcourt le monde pour aider les plus démunis. Mais c'est ici, aux États-Unis, où il dispense le plus d'aide, avec 850 cliniques depuis 32 ans. All of the volunteers that are going to come to this event are people that are not getting paid, including myself. And so it really has that volunteer spirit, you know. Let's get the job done. 51, 52. Il prend le temps de parler à chacun des patients. Seems the plan right there. Just kidding, you're number one. Nancy, 36 ans, n'a pas vu un dentiste depuis 15 ans. I had an ex-boyfriend that beat me pretty bad and broke all my teeth. Mon ex-copain, dit-elle, m'a battu et m'a brisé plusieurs dents. Elle est ici pour se faire arracher les quelques dents qui lui restent. I'm hoping they can just take them all out. I'd rather have no teeth than have the infection and all that. Yeah, but that was at a factory. James et Heather Wallace sont dans la vingtaine. Ils travaillent tous les deux dans un petit hôtel. Ils ont roulé 200 kilomètres pour venir à Chattanooga. It just kind of stinks that
people need these kind of services, and nobody can afford it, and nobody has insurance, and none of it gets taken care of unless you come to do this. Except through at least generous people like this. I mean, he's a lifesaver. It's the way this country's medical is, it's a joke. 270 to 280. La clinique ouvre enfin ses portes. Chacun passe au triage. Et les professionnels accueillent entre autres leurs patients d'un jour pour des examens de la vue. La plupart repartent avec des lunettes neuves. Ce sont les dentistes qui attirent le plus de patients. Pour certains, l'expérience est douloureuse. Pour d'autres, décourageante. La dent de James est si infectée que le dentiste est incapable de l'insensibiliser pour l'extraire. Feeling better? No, I can't get it numb enough to work on. Does it happen often? Sometimes if there's a bad infection, the tooth won't get completely numb, so. Heather est épuisée, mais soulagée. Feel good? Oh yeah, I feel a lot better. She deep cleaned my teeth. Took about 15 years worth of grime off. Médecins, dentistes, hygiénistes, optométristes sont fiers d'aider des gens en attente de soins depuis des années. And you can't save the whole world, but you can help one person, and you can help one person at a time. And if everybody does that, then the whole world is a lot better place. Et parfois, des petits miracles surviennent. James Wallace a finalement réussi à faire enlever sa dent malade. Oh, I'm cool now, thank you. That was amazing. So it worked out? Oh, it worked. They done amazing. They done the impossible. Ces cliniques sont un dernier recours pour ces Américains incapables de se payer une assurance. Dr. Judy Hunt affirme que le système d'assurance santé aux États-Unis est en déroute, mais elle n'a pas de solution à proposer. Okay, I think that's a huge question, exactly. That's going to take a lot more than, I don't have an answer for that. I wish I knew. L'absence d'un système d'assurance santé accessible à tous laisse plusieurs Américains découragés. Working to the bones of my body break and then just basically dying, yeah. That's all I see. Stan Brock sait qu'il n'a pas réglé tous les problèmes de santé à Chattanooga. Some people say, oh, it's a Band-Aid operation. But we've done hundreds of thousands of people in this country. It wasn't a Band-Aid operation for them. It was very important. I mean, we do full mouth extractions. I bet we'll see you guys again. Mais son équipe aura au moins permis de soulager quelques urgences dans le pays le plus riche au monde. Un pays où 36 millions de personnes n'ont encore aucune couverture médicale. Retour sur le plateau d'Objectif Monde avec nous en direct de Montréal, Manon Globanski, journaliste à Radio-Canada. Alors, vous avez été correspondante à Washington aux États-Unis jusqu'en 2013. C'était justement pendant l'adoption de la loi qui s'appelle Obamacare, une loi qui oblige tous les Américains, qui permet à tous les Américains d'avoir une assurance santé et qui encadrait également les tarifs et l'application de ces assurances santé. Manon, aujourd'hui, quelques années plus tard, quel bilan on peut faire de cette loi Obamacare? Alors, Obamacare, de son vrai nom, la loi sur les soins abordables, vous le voyez, a ses limites. Christian le disait dans son reportage, 36 millions d'Américains n'ont toujours pas de couverture santé. C'est plus de 5 % de la population. C'est quand même beaucoup. Et quand on tient compte des gens qui n'ont pas de couverture suffisante, ce chiffre augmente à 87 millions d'Américains. Ce qu'Obamacare a fait, c'est qu'il a obligé les entreprises de 50 employés et moins à offrir une couverture santé. Il permet aux parents de garder leurs enfants sous leur régime d'assurance jusqu'à l'âge de 26 ans et il interdit aux compagnies d'assurance de refuser la couverture santé aux gens qui ont des antécédents médicaux.
Mais on le constate, c'est pas assez. Payer pour les soins de santé aux États-Unis, ça demeure la source d'endettement la plus importante. Une visite en pédiatrie, par exemple, coûte 350 $, donc c'est à peu près quoi, 300 €. Une journée d'hospitalisation dépasse les 3 000 $ par jour. Vous le voyez, donc ça peut monter très vite. Manon Golubensky, aujourd'hui, malgré les promesses de Donald Trump, qui avait vraiment s'était promis de démanteler totalement Obamacare, où est-ce qu'on en est? La loi, elle est toujours là? Les Américains y sont attachés, d'ailleurs. Absolument. Et un exemple récent, c'est que ce démocrate qui a remporté les élections au poste de gouverneur au Kentucky, un État qui est traditionnellement républicain, et il a fait toute sa campagne sur la défense d'Obamacare tel qu'il existe. Et c'est tellement une question encore aux États-Unis que dans la course à l'investiture démocrate, là, quand on va choisir le candidat qui s'opposera à Donald Trump aux élections de 2020, il y a deux candidats très importants, Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, et Elizabeth Warren, qui font campagne sur l'idée d'un système universel de santé à la canadienne, c'est donc le pays voisin dont ils connaissent l'exemple, et ils voudraient étendre comme ça la couverture de telle façon qu'on ne passe pas par des compagnies d'assurance privée, comme on le fait en ce moment, mais que donc les soins soient bel et bien assurés par l'État. C'est ce qu'on appelle la couverture santé universelle. Manon Golubensky, on a vu au fil de tous ces reportages au cours de cette émission que les systèmes de santé sont en grande difficulté un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est le cas aussi au Canada? C'est aussi un sujet? C'est un sujet, bien sûr. Le système au Canada est universel. Il est appliqué différemment, je dirais, dans chacune des provinces qui, donc, administrent chacune leur propre système de santé. Donc, le panier, par exemple, des soins qui sont offerts n'est pas le même partout. Ça se ressemble. Il y a un début de système à deux vitesses par la force des choses, c'est-à-dire qu'on a permis des cliniques privées qui offrent l'imagerie magnétique, par exemple. Si on veut aller plus vite, donc on peut débourser et obtenir un rendez-vous, un examen plus rapidement. Même chose pour quelques petites chirurgies comme les cataractes. Mais pour parler du Québec que je connais bien... Oui, donc, parce que, pardonnez-moi de vous couper, Manon, faut savoir qu'au Canada, ce sont les provinces qui gèrent les questions de santé. Et d'une province à l'autre, les difficultés ne sont pas les mêmes. Chaque province administre, oui. Et donc, au Québec, je dirais qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a des problèmes d'accès aux soins. Le territoire est vaste et il n'y a pas nécessairement de médecins spécialistes disponibles dans toutes les régions, en particulier dans les régions éloignées. Mais le plus gros problème est probablement le temps d'attente aux urgences qui demeure très élevé. On parle du pire temps d'attente dans tout le continent nord-américain, au Québec. Les gens, il n'est pas rare d'attendre plus de 5 heures, voire même 10 heures pour avoir accès à un médecin dans les urgences. Le gouvernement actuel, le gouvernement du premier ministre François Legault, a fait campagne en promettant qu'il allait réduire ces temps d'attente à 1h30. Je vous dirais que tout le monde ici prend ça avec un grain de sel en se disant que c'est à peu près impossible. Ça semble à peu près impossible d'atteindre ce niveau. Une des solutions pour y arriver, c'est bien sûr d'avoir plus d'infirmières spécialisées, des infirmières de première ligne. Le gouvernement a certainement obtenu un accord en ce sens, mais un accord qui reçoit quand même beaucoup de résistance de la part des médecins. Il y a du corporatisme, là. Il y a des objections... justement, de ne pas laisser trop aller de ce que les omnipraticiens font en ce moment. Patrick Pelloux, plus d'infirmières pour limiter le chaos des urgences, mais aussi peut-être plus de télémédecine? J'avais eu le plaisir d'être reçu par les urgentologues, parce qu'au Québec, ils appellent les urgentologues, et nous, on les appelle les urgentistes. Et j'avais eu le plaisir d'analyser un petit peu ce qui s'était passé au début des années 90, en fait, avec les banques américaines qui avaient refusé de prêter et de gager les financements de l'assurance sociale au Québec s'ils ne faisaient pas des réformes. Et les réformes qu'ils ont demandé de faire au Québec, c'était les réformes ultralibérales qu'ils avaient dans leur pays. Et ça a tout
tout cassé. Ils ont fermé énormément de lits, ils ont fermé beaucoup d'hôpitaux. Moi, en 2000, j'étais allé à un congrès à Québec et ils m'avaient montré l'état de la situation et tout. Ils ont trop fermé. Ils ont trop fermé de lits d'hospitalisation, ils ont trop réduit le nombre de médecins, d'infirmières, etc. Il faut rouvrir les choses. Il faut rouvrir les choses, sinon ils n'y arriveront pas. Il faut rouvrir des lits, il faut rouvrir des hôpitaux, et il faut rouvrir du personnel. Patrick Pelloux, les infirmières, c'est un moyen de lutter justement contre cet engorgement des urgences, mais la télémédecine aussi peut-être, vous y croyez ? Non, la télémédecine, ça dépendra, parce qu'en fait, l'engorgement des urgences, si vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Vous arriverez à baisser l'engorgement des urgences si vous avez une meilleure offre de soins, d'accord, avec des dispensaires, des centres de soins, des éléments qui répondent à cette modernité, des gens qui ont envie de consulter tout le temps, tout de suite. Voilà, c'est le monde moderne. C'est le malade du XXIe siècle. Et si on rouvre des lits de manière à fluidifier l'aval des urgences, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et je rajoute à chaque fois cela, parce que je crois que c'est important, des grandes politiques de santé publique, de manière à s'intéresser à la santé dans les écoles, à la prise en charge des personnes âgées dans les maisons de retraite et les établissements pour personnes âgées. C'est comme ça, il y a une globalité. Si vous ne vous consacrez pas à cette globalité en termes de santé publique, vous serez toujours à la ramasse. Et si on est à la ramasse, qu'est-ce que ça fera ? Des systèmes corrompus, avec des médecins qui prendront beaucoup d'argent en liquide pour soigner les gens, et c'est des systèmes de corruption. Et ça, les États, sur tout le magnifique exemple qu'on a eu autour de votre émission, ça cible vraiment une importance de l'accès aux soins et finalement des droits de l'homme. Merci beaucoup, Manon Globantski, d'avoir été en direct pour nous de Montréal. Merci. Une dernière question, Patrick Pelloux, avant de se séparer. On a parlé de l'Europe, on a parlé du continent nord-américain, on n'a pas parlé de l'Afrique. L'Afrique qui manque cruellement d'hôpitaux, de maternité. Un seul pays a un système de sécurité sociale, c'est le Rwanda. Oui. C'est ça aussi, peut-être que c'est investir aussi sur ce continent dans les soins de santé, c'est important. Et c'est intéressant de voir que c'est cette sécurité sociale qui a été faite au Rwanda qui a permis d'obtenir la paix après cette guerre civile. Après le génocide. Après le génocide. Donc ça montre toute l'importance politique d'avoir un système de sécurité sociale et d'accès aux soins. Moi, je crois que ce qui est une erreur, et c'est de faire cette immigration choisie qui fait que d'un coup, on va chercher pour travailler en Europe des médecins d'Afrique du Nord, d'Afrique équatoriale, subéquatoriale, etc. C'est un tort. C'est un tort parce qu'il faut développer des systèmes de santé chez eux. D'autant que c'est une population qui est jeune, il y a une démographie qui est galopante. Pour l'instant, mais vous allez voir, comme il y a beaucoup de pays qui n'ont pas... Oui, mais ils n'ont pas de politique de santé publique. Bien sûr. C'est-à-dire, quand vous allez vous balader dans des marchés, d'accord, vous arrivez, puis vous voyez les médicaments qui sont comme ça, en vente libre, faut savoir que ça a des conséquences de santé publique énormes. Vous avez des migrants qui viennent, on dépiste des tuberculoses multirésistantes aux antibiotiques. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas des systèmes organisés de santé, les gens font n'importe quoi. Il y a des réseaux de marché noir de médicaments et ça pose des problèmes. Donc d'un coup, il faut protéger l'Afrique pour qu'ils soient bien soignés, que les médecins qu'ils forment, eh bien, ils restent chez eux pour les former, qu'il y ait une coopération avec les autres pays, oui, mais on ne peut pas passer notre temps à aller piller la matière grise qu'il y a en Afrique sur la médecine pour faire fonctionner, et d'ailleurs les sous-payer en France. C'est pour ça que moi je suis pour que les médecins étrangers soient payés comme les Français en France. Comme ça arrêtera peut-être cette espèce de dumping. Ça réglera le problème. Et oui, puis on les exploite soi-disant parce qu'ils sont étrangers, c'est insupportable. Mais en effet, partout à travers le monde, il y a cette crise sur la santé, l'accès aux soins, etc. Peut-être que ça vient sans doute d'une meilleure connaissance des usagers parce qu'il y a Internet et que maintenant, la personne, elle tousse, elle crache, elle va aller sur Internet, même si elle n'y comprend pas grand-chose, elle va avoir des informations et dire non, mais je dois avoir quelque chose. Et il y a ce besoin d'accès aux soins. Merci Patrick Pelloux de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'Objectif Monde. Merci aux télévisions partenaires et aux reporters qui ont participé à cette émission. Merci aussi aux médias francophones publics pour leur soutien. Vous pourrez retrouver cette émission sur Twitter, sur la page Facebook de TV5 Monde, mais aussi sur le site internet de TV5 Monde. On se quitte en images, morceaux choisis de tous ces reportages et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Objectif Monde.
L'absence d'un système d'assurance santé accessible à tous laisse plusieurs Américains découragés. Ces cliniques sont un dernier recours pour ces Américains incapables de se payer une assurance. Quand nous analysons différents systèmes de santé à travers le monde, il est évident que les systèmes davantage basés sur les lois du marché, comme en Suisse ou aux États-Unis, ont une inflation des coûts et des dépenses de santé bien plus importante que les systèmes dont la couverture universelle est financée par l'État, comme dans les pays scandinaves. Le seul objectif des directions maintenant, c'est de réduire les déficits. Et on ne regarde plus la qualité des soins, on ne regarde plus la souffrance au travail, on ne regarde plus tout ça. Tous les temps morts dans toutes les tâches doivent être diminués. Et qu'est-ce que c'est les temps morts dans les soins? C'est le relationnel. C'est quelque chose qui n'est pas quantifié, qui n'est pas facturé. On a 57% des jeunes médecins qui, par leurs conditions de travail extrêmement difficiles, estiment qu'ils ont déjà été dans une situation où ils n'étaient plus capables de faire un diagnostic et où ils s'estimaient un danger pour le patient.